Avez-vous déjà pris un autostoppeur sur la route? En tout cas, évitez de le faire, car c'est parfois dangereux. Mon ex-belle-sœur l'a fait et elle aurait pu y laisser sa vie. C'est une histoire que mon ex-belle-sœur m'a racontée il y a quelques années. Je la connais depuis 17 ans maintenant. À l'époque, j'avais 14 ans. Mon ex-belle-sœur s'est installée à Provo, dans l'Utah en 2001. Elle venait de Rio de Janeiro, au Brésil. Elle ne vivait ici que depuis un peu plus d'1 an lorsque l'incident s'est produit en novembre 2002. Comme elle le dit, elle s'habituait encore à la culture et aux coutumes américaines et était donc un peu naïve. Voici maintenant l'histoire telle qu'elle la raconte. En 2002, une nuit enneigée de novembre, elle rentrait tard du travail. Elle conduit plus lentement que la plupart des gens, même dans les meilleures conditions météorologiques, car les vitesses élevées l'angoissent. Elle ne prend l'autoroute qu'en cas d'absolue nécessité, mais elle s'en tient le plus souvent possible à la route normale, comme ce soir-là. Elle prenait son temps pour rentrer chez elle dans une tempête de neige. Elle s'est arrêtée et a remarqué un homme avec des béquilles qui marchait sur le bord de la route. Ma belle-sœur s'est sentie mal pour lui et a décidé de se garer pour le raccompagner, ce qu'il a bien sûr accepté. Elle n'était pas du tout effrayée ou nerveuse à l'idée de proposer à cet étranger de le raccompagner, parce qu'après tout, elle était à Provo et qu'elle vient de Rio de Janeiro. Ils ont commencé par faire un brin de causette, puis ils ont entamé une longue conversation. Au fur et à mesure de la conversation, l'homme a commencé à lui poser des questions sur elle, notamment sur ce qu'elle faisait dans la vie. Elle lui a répondu qu'elle travaillait dans une pizzeria locale et étudiait l'anglais à l'école. Et à son tour, elle lui a demandé ce qu'il faisait dans la vie aussi, et pourquoi il était sur le bord de la route au milieu d'une tempête de neige. Il lui a répondu qu'il venait de sortir de prison et qu'il se rendait chez un ami. Lorsqu'il est arrivé, il a découvert que son ami n'habitait plus là et qu'il se promenait parce qu'il ne savait pas où aller. À partir du moment où il lui a dit ça, mon ex-belle-sœur a eu un sentiment de malaise et a immédiatement remis en question sa décision. À un moment donné, il a commencé à chercher quelque chose dans un sac qu'il portait et elle s'est dit « Voilà comment je vais mourir ». Finalement, ce n'était rien, mais elle a eu peur tout le temps, même si elle ne le montrait pas. Vous vous demandez probablement ce qu'il a répondu à la question de savoir ce qu'il faisait dans la vie. Eh bien, il a simplement dit ceci « Je mets fin à la vie des gens ». Il lui a ensuite donné un conseil très judicieux. « Vous êtes quelqu'un de bien, mais ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui, je ne veux pas que vous le refassiez jamais. C'est dangereux. Il y a beaucoup de mauvaises personnes dans la nature, et aujourd'hui est votre jour de chance. » Sur ce, il lui a demandé de garer la voiture, est sorti, et ils sont partis chacun de leur côté. J'ai eu la chair de poule pendant tout le temps où ma belle-sœur m'a raconté cette histoire. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais et je suis très contente qu'elle n'ait plus jamais fait ça. C'est arrivé à un de mes amis alors qu'il était déployé au Moyen-Orient. Le pays où il a été déployé a pour tradition de camper dans le désert chaque hiver. Il a dit qu'il serait préférable d'éviter de mentionner le nom, car ça s'est produit en décembre et préfère le garder confidentiel. Son unité a été invitée à passer la nuit au camp par l'une des entreprises avec lesquelles elle fait affaire. Ils ont dîné et ont partagé des anecdotes amusantes autour du feu de camp, etc. C'était maintenant l'heure de dormir. Apparemment, la zone dans laquelle ils se trouvaient était rocheuse et la seule chose entre eux et le sol était un tapis très fin et leur sac de couchage. Mon ami et un autre gars n'ont pas pu dormir, mais ils ne voulaient pas que les locaux pensent que les grands méchants Marines sont une bande de lâches qui ne peuvent pas dormir par terre. Alors, ils ne se sont pas plaints et ont simplement décidé d'aller à l'hôtel le plus proche et de revenir le matin. L'hôtel le plus proche était à environ 45 minutes, alors mon ami a dit qu'il s'allongerait sur le siège arrière pendant que l'autre gars conduirait. Alors qu'il est dans la voiture, mon ami ouvre les yeux et voit quelqu'un assis à côté du conducteur. Au début, il a pensé qu'il avait pris un autostoppeur parce que celui qui était sur le siège passager portait des vêtements locaux. Il s'est demandé, mais qu'est-ce que cet idiot a en tête pour prendre un inconnu à cette heure-ci et a simplement fermé les yeux.
Au bout de 10 secondes, il a été projeté contre le siège avant lorsque la voiture a soudainement freiné et que le conducteur s'est enfui de la voiture aussi vite que possible. Il sort pour voir ce qui s'est passé et a vu le conducteur devenir complètement fou. Apparemment, cette personne est soudainement apparue de nulle part sur le siège passager alors qu'il conduisait. Il avait trop peur de se retourner, mais pouvait la voir clairement du coin de l'œil. Alors il s'est figé et a continué à conduire jusqu'à ce qu'il ait suffisamment de courage pour se retourner légèrement et avoir une meilleure vue. C'est à ce moment-là que l'entité a gémi, ce qui l'a fait paniquer et s'enfuir. Au moment où ils sont allés vérifier du côté passager, il n'y avait personne. Il était certain que la porte ne s'était pas ouverte. Je ne sais pas si ce qui suit est lié, mais ils ont posé quelques questions et apparemment, près de la zone où ils campaient, se trouvent de vieilles prisons creusées dans les montagnes qui étaient utilisées par les Britanniques pour enfermer les prisonniers politiques. Ils les laissaient simplement jusqu'à ce qu'ils meurent de faim. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Peut-être était-ce un fantôme ou un djinn. Mon grand-père est décédé récemment et je me suis souvenu d'une histoire qu'il aimait raconter. C'était à la fin des années 60, début des années 70. Il conduisait sur une route au milieu d'une forêt, dans les montagnes du Pakistan. Il rentrait chez lui après un voyage. Alors qu'il conduisait, il a vu un homme lui faire signe, debout sur le bord de la route. Il faisait sombre, il y avait du brouillard, si bien qu'on ne pouvait pas vraiment voir son visage ou quoi que ce soit d'autre. Il s'est alors dit qu'il pouvait tout aussi bien aider cet homme, car il se trouvait au milieu de nulle part. Il s'est donc arrêté et le gars est monté à l'arrière de la voiture. Il lui a demandé s'il voulait s'asseoir à l'avant, mais il a refusé. Mon grand-père a continué à conduire. L'homme a commencé à marmonner et à parler tout seul. Mon grand-père s'est tourné et d'une voix de femme, l'homme a dit « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il ne veut pas me regarder. » Mon grand-père paniqué s'est retourné et a continué à conduire. Un certain temps s'est écoulé jusqu'à ce que l'homme d'une voix masculine, cette fois-ci, demande à s'arrêter, juste à côté d'un vieux cimetière. Effrayé, mais soulagé, mon grand-père a freiné. L'homme a alors proposé de le payer, mais il a refusé. Celui-ci a insisté. Il lui a donné un billet de 5 roupies et il est sorti de la voiture. Mon grand-père a roulé un peu avant de se retourner pour voir que le type n'était plus là. Ma grand-mère a gardé ses 5 roupies, mais malheureusement nous les avons perdues. Je ne sais pas, fantôme c'est probablement le mauvais mot. Quand mon grand-père m'a raconté l'histoire, il a mentionné qu'il s'agissait peut-être de djinns, qui font partie du folklore sud-asiatique et moyen-oriental. Ils vivent dans les forêts et dans des endroits sales et sont faits de feu. Nous ne pouvons pas les voir, mais ils peuvent nous voir. Ils sont également connus pour se transformer en humains. Ma sœur est capable de voir les morts et de communiquer avec eux depuis longtemps. Elle pratique la Wicca, est douée pour lire les cartes de tarot et a commencé à utiliser ses capacités pour aider les gens à se débarrasser des esprits dans leur maison. Mon père a toujours été sceptique et croyait sincèrement que ma sœur souffrait d'un trouble mental qui lui causait des hallucinations. Un soir, mon père travaillait tard, bien après la tombée de la nuit. Lorsqu'il est finalement arrivé à la maison, il avait l'air troublé, il était silencieux et s'est rendu dans l'autre pièce pour parler à ma mère. Je l'ai entendu lui dire qu'en rentrant chez lui, il avait eu l'impression bizarre que quelqu'un était assis à côté de lui dans son camion. Il a dit que tout d'un coup, le voyant de l'airbag du siège passager avant s'est allumé. Ce voyant ne s'allume que si quelqu'un est assis sur le siège, car il détecte la présence d'un poids. Il s'est dit qu'il s'agissait probablement d'un problème électrique, jusqu'à ce qu'il puisse voir du coin de l'œil le contour d'une silhouette sombre assise là. Chaque fois qu'il regardait, elle avait disparu. Il est rentré à toute vitesse vers sa maison pour pouvoir sortir du camion. Il ne savait pas quoi penser, à part que ça lui faisait très peur.
Ma mère a vu ma sœur se débarrasser d'un esprit dans la station-service où je travaillais et lui a donc suggéré d'aller voir ce qu'il y avait dans son camion. À ce moment-là, j'étais dans l'autre pièce avec eux et je lui posais d'autres questions sur son expérience. Je n'ai pas de dons comme ma sœur, mais je suis sensible aux esprits et je me suis toujours intéressée au paranormal. J'ai même mené mes propres enquêtes avec quelques amis dans le passé. Ma sœur est entrée dans la pièce et nous l'avons mise au courant de ce qui se passait. Elle a dit qu'elle irait voir et m'a demandé de l'accompagner. Ce que j'ai vécu ensuite me donne encore aujourd'hui des frissons. Nous sommes allés dehors jusqu'au camion et ma sœur s'est installée sur le siège du conducteur. Elle est restée silencieuse et a regardé le siège passager. Elle a dit « Il est toujours là ». Elle a démarré le camion et le voyant de l'airbag passager s'est rallumé comme il l'avait fait pour notre père. Je dois préciser rapidement que nous étions au cœur de l'hiver dans le Minnesota, qu'il faisait un froid glacial. Elle s'est tournée vers le siège passager et a expiré une bouffée d'air. J'ai vu son souffle s'écouler vers l'avant, puis flotter autour de ce qui aurait dû être une silhouette solide sur le siège, mais il n'y avait rien de visible. Elle s'est tournée vers moi et m'a dit qu'il fallait le faire partir au plus vite pour la sécurité de papa. Nous sommes retournés dans la maison et elle a expliqué à notre père ce que c'était. Elle a dit que ce type d'esprit est connu sous le nom d'autostoppeur. Il s'agit généralement d'esprits malveillants qui, à l'instar d'un autostoppeur, sautent dans des voitures qui roulent au hasard sur la route. Elle a ajouté que ces esprits peuvent être dangereux car ils peuvent par exemple faire en sorte que les freins de votre voiture lâchent pour que vous ayez un accident ou faire d'autres choses avec votre véhicule pour que vous soyez blessé ou même que vous mouriez. Après avoir entendu ça, mon père, aussi sceptique que d'habitude, lui a donné la permission de faire ce qu'il fallait pour le sortir de son camion. Elle s'est tournée vers moi et m'a dit qu'elle avait besoin d'un assistant pour ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle a rassemblé quelques objets dans sa chambre et nous sommes sortis. Elle a effectué une sorte de rituel à l'extérieur de son camion et m'a demandé de me joindre à elle. Je ne me souviens pas de tous les détails de ce rituel car il était complètement nouveau pour moi et c'était il y a des années. Je crois qu'il s'agissait d'une plume, d'un couteau avec lequel elle exploite son énergie, d'une jarre avec une sorte de sac en cuir contenant des objets inconnus et des symboles peints dessus et de divers autres outils. Après avoir effectué le rituel, elle a badigeonné l'intérieur du camion avec de la sauge. Elle a mis en route le camion et le voyant de l'airbag était toujours allumé, comme si quelqu'un était resté assis là. Elle a ensuite ouvert toutes les portes de la voiture et lui a crié de partir parce qu'il n'était pas désiré et n'avait jamais été invité. Elle m'a dit qu'il ne voulait pas partir et qu'il était têtu. Après avoir passé un certain temps à lui crier dessus et à faire d'autres rituels dans le camion, elle a pris une grande respiration et m'a dit qu'il était finalement parti. En effet, le voyant de l'airbag s'est éteint. Nous sommes entrés et elle a dit à mon père qu'elle avait réussi à le faire partir. Depuis, le voyant de son airbag ne s'est plus jamais allumé de lui-même. Il n'a plus jamais vu ou senti un être inconnu assis dans son camion. Aujourd'hui encore, mon père n'aime pas en parler. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il est maintenant croyant et qu'il ne pense plus que ma sœur souffre de troubles mentaux. Je vais me présenter brièvement. J'ai grandi dans le nord du comté de San Diego. Je n'y habite plus, mais cette histoire concerne la route qui mène au lac Hoche, un réservoir et un lieu de randonnée à Escondido, en Californie. C'est une région magnifique mais effrayante. L'endroit est entouré de canyons endormis, peuplés de coyotes et de vieilles fermes disséminées parmi de grands terrains. Les rues résidentielles qui bordent le lac sont à peine éclairées. Le lac lui-même a une histoire sombre que seuls les habitants de la région peuvent connaître. Une lycéenne a été agressée et assassinée alors qu'elle faisait son jogging le long du sentier principal lorsque j'avais à peu près le même âge. Un jour, la sœur de mon meilleur ami et son ami ont trouvé des poupées vaudou et des couteaux collés à des chaînes le long du sentier, de quoi donner la chair de poule. Lorsque j'étais au lycée, vers 2009-2011, mes amis et moi roulions en voiture et fumions des cigarettes. Nous écoutions de la musique et avions des conversations existentielles d'adolescents. Je crois que la première fois que cela s'est produit, c'était à la fin de l'hiver 2010.
Nous roulions sur la route venteuse, après le point qui sépare le barrage du reste du lac. Alors que nous étions sur le point de tourner au coin de la rue, nous avons vu la silhouette d'un homme de grande taille debout sur le bord de la route. Il avait le pouce levé comme pour faire du stop. Ses cheveux étaient mouillés et noirs, et le meilleur adjectif que je puisse évoquer pour lui est visqueux. Il portait un manteau et son visage était blafard. Lorsque nos phares ont croisé ses yeux, ils étaient vides et mélancoliques. Il regardait dans le vide comme un zombie. Pourtant, il y avait quelque chose d'émouvant dans ses yeux. Je ne peux pas l'expliquer, et cela fait plus de 10 ans que j'ai eu le temps de réfléchir à l'étrange chagrin dont j'ai été témoin chez lui. Quoi qu'il en soit, il était bizarre et nous étions tous terrifiés. Quelques mois plus tard, même chose. Nous avons vu le même personnage faire de l'autostop un peu plus loin sur la route. Cette fois, nous étions encore plus mortifiés. Un autostoppeur au même endroit dans les mêmes vêtements 2 fois. Environ 1 an plus tard, je revenais de l'université pour les vacances de printemps et je retrouvais mon même ami. D'une manière ou d'une autre, le sujet de l'autostoppeur a été abordé. Mon ami m'a dit qu'il l'avait revu récemment, à un autre endroit sur la même route, la nuit. Nous avons dit que nous pensions qu'il s'agissait peut-être d'un fantôme. Les principales questions restent les suivantes. Pourquoi un autostoppeur chercherait-il toujours à se faire conduire le long de la même route, toujours la nuit et apparemment seulement au début de l'année? Le mois d'août me rappelle toujours une expérience particulière que je remets encore en question aujourd'hui. Dans la ville où j'ai passé la majeure partie de mon adolescence, j'ai appris à connaître le type qui tenait le kiosque de l'une des stations-service locales. Il s'appelait Kelly, il avait probablement quelques années de plus que moi. J'avais environ 16 ans à l'époque, et nous sommes devenus, je dirais, de bonnes connaissances. Il avait un look assez particulier, des cheveux longs et bouclés. Il était mince et grand. Il aimait porter beaucoup de couleurs sombres avec une veste de combat, généralement une veste en jean avec de nombreux patchs de groupes de rock et de métal cousus dessus. C'était au début des années 90. Nous avons toujours été amicaux l'un envers l'autre. Il lui arrivait de me vendre des cigarettes alors que je n'avais pas l'âge requis, une fois de plus, bien avant qu'une véritable réglementation ne soit mise en place à cet effet. Quelques années plus tard, j'avais environ 18 ans et j'étais enceinte. Ça ne se voyait pas encore complètement et j'essayais de garder pour moi l'information concernant cette grossesse. Un jour, je me suis arrêtée au kiosque pour faire le plein de ma voiture et qu'elle y travaillait. Pour une raison ou une autre, après ces quelques années de conversation amicale, etc., il a choisi ce moment pour me demander si j'accepterais de sortir avec lui un jour. Je n'ai pas mentionné la grossesse. Honnêtement, je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait dire. J'ai eu du mal à m'exprimer et j'ai réussi à lui faire comprendre que ce ne serait pas une bonne idée. Je me sentais très mal. À l'époque, je vivais dans une autre ville et je ne le voyais pas aussi souvent, mais maintenant, bien sûr, c'était gênant. 1 an plus tard, j'étais devenue une jeune maman et je conduisais avec ma fille dans la voiture juste au coin du kiosque où Kelly travaillait. Alors que je conduisais, j'ai vu une personne faire du stop sur le bord de la route. C'était Kelly, incontestablement. Je ne me suis pas arrêtée parce que j'avais ma fille dans la voiture avec moi et j'ai pris la décision de passer à côté de lui. Kelly m'a regardé fixement pendant que je passais. Il connaissait ma voiture. Je suis rentrée chez moi environ 1 heure plus tard et j'ai appelé une bonne amie. Je lui ai dit que j'avais vu Kelly faire de l'autostop un peu plus tôt, ce qui m'a semblé bizarre car il vivait en ville. Il lui aurait été facile de marcher jusqu'à l'endroit où il devait se rendre. Il m'a fallu un moment pour réaliser qu'elle était complètement silencieuse. Puis elle m'a dit « Tu n'es pas au courant? Tu ne sais pas ?» Savoir quoi? J'ai répondu. Kelly s'est ôté la vie il y a quelques jours. Sa mère l'a trouvée. À ce moment-là, j'ouvrais une boîte de spaghettis pour la mettre sur le feu pour ma fille. Je l'ai fait tomber. Je lui ai dit que c'était tout à fait impossible. Il était impossible que le gars que j'avais vu aujourd'hui faisant de l'autostop ne soit pas Kelly. Ça ne pouvait être personne d'autre que lui. Mais c'était vrai. Certains d'entre vous se demanderont peut-être pourquoi je ne l'ai pas su puisque nous étions amis. Mais encore une fois, nous n'étions pas des amis qui traînaient ensemble. Nous ne faisions pas partie du même cercle.
Une partie de moi essayait de comprendre ce qui me choquait et me bouleversait le plus. Était-ce le fait qu'il était si désespéré qu'il s'est ôté la vie, ou le fait que je l'avais vu bien après son décès? Et l'autre partie de moi, et si je m'étais arrêté pour aller le chercher ce jour-là? C'est cette pensée qui me hante encore. Il y a environ 10 ans, je vivais dans une ville rurale située à environ 4 heures à l'ouest de la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Il fallait traverser une chaîne de montagnes venteuses pour y arriver et c'était magnifique, comme une forêt tropicale. J'avais entendu parler brièvement d'observations de fantômes par des gens de la région où je vivais, mais je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention jusqu'à ce que mon partenaire de l'époque m'avoue pourquoi il détestait conduire dans cette région. Il m'a dit qu'il rentrait chez lui le soir avec un ami après le week-end de la fête nationale australienne quand ils ont vu une vieille voiture garée dans une aire de repos. Ils n'y ont prêté aucune attention, surtout qu'il faisait déjà très sombre à cette heure-là. Un peu plus loin, ils se sont arrêtés car une femme était sur le bord de la route leur faisant signe de se garer. Elle a dit que la voiture était la sienne et a demandé avec hésitation s'ils acceptaient qu'il la dépose dans son allée, quelques kilomètres plus loin. Ils l'ont fait, et une fois arrivée, elle leur a dit qu'elle allumerait et éteindrait les lumières quand elle sera arrivée en toute sécurité, car l'allée était sombre. Je suppose qu'elle n'était pas à l'aise avec le fait qu'ils viennent chez elle. Ils l'ont regardée marcher presque tout le chemin jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus la voir. Si je me souviens bien, cela faisait environ 15 minutes qu'ils se rendaient compte que les lumières ne s'étaient pas éteintes et rallumées. Ils étaient vraiment inquiets pour elle, car elle était un peu plus âgée. Ils se sont donc rendus sur place et un couple est sorti. Ils ont insisté sur le fait qu'il n'y avait qu'eux et leurs jeunes enfants qui vivaient là, personne d'autre. Ils n'étaient pas les seuls à signaler qu'une femme plus âgée avait été déposée chez eux. La femme qui vivait là avant était décédée, mais ils n'étaient pas vraiment prêts à en parler. Mon ex-partenaire et son ami ont fait le chemin inverse et la voiture de la femme avait disparu. Je me souviens d'en avoir parlé à son ami. Il n'avait pas grand-chose à dire à ce sujet, mais il était un peu mal à l'aise. Je rentrais du travail en voiture hier soir, et je finis à 3h30 du matin. J'habite à un peu plus d'1 heure de mon lieu de travail et la plus grande partie de mon trajet me fait traverser la campagne sous-peuplée de la Caroline du Sud. Les routes sont désertes. Il n'y avait rien d'autre que moi et les nombreuses cerfs. La nuit dernière a commencé de manière assez normale. Je rentrais chez moi, les feux de route allumés, à la recherche de Bambi et de sa bande. Vers 3h45, je suis passé devant l'un de ces mémoriaux qui marquent l'endroit d'un accident mortel. Sur le moment, cela ne m'a pas semblé pertinent, mais en y repensant maintenant, cela pourrait bien être important à noter. À environ 2 kilomètres de la croix dans les bois, mes feux de route ont aperçu l'arrière d'un jeune homme qui marchait sur la route. Je suis passé devant lui. J'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur, regardant son visage éclairé par mes feux arrière. Il était si blanc, d'un blanc pâle. J'ai aperçu ses yeux un bref instant. Ils avaient l'air creux. J'ai supposé que c'était juste l'ombre de son front à cause de mes feux arrière. Encore une fois, j'ai trouvé ça bizarre, mais je ne l'ai pas considéré comme un détail important à ce moment-là. Une fois qu'il a été hors de vue, j'ai commencé à avoir vraiment froid. J'ai allumé le chauffage et la température dans la voiture restait fraîche. J'avais l'impression que quelqu'un était assis à côté de moi, mais quand je jetais un coup d'œil, il n'y avait personne. Après plusieurs minutes de cette sensation, j'ai commencé à voir quelque chose bouger dans le reflet de la vitre du côté passager. Pourtant, rien ne bougeait dans la voiture. Je continuais à voir des mouvements périphériques, comme si quelqu'un secouait sa jambe. Je me sentais mal à l'aise, nerveux, agité. J'ai de nouveau levé les yeux vers le rétroviseur et mon œil a remarqué quelque chose d'étrange. Le voyant qui indique si l'airbag passager est activé n'était pas allumé sur off, comme il devait l'être lorsque le siège passager est libre. En d'autres termes, quelqu'un était assis à côté de moi.
Mon cerveau s'en est rendu compte et j'ai senti mon cœur s'emballer et des frissons me parcourir le corps. Je me suis arrêtée à une station-service déserte et je suis sortie de la voiture pendant environ 5 minutes. Lorsque j'ai eu le courage de remonter dans la voiture et d'aller voir ce qui se passait, le sentiment de malaise avait disparu. J'ai mis le moteur en marche et j'ai repris la route. Le témoin de l'airbag passager était éteint. Le chauffage fonctionnait à nouveau. Je ne voyais plus de mouvement du coin de l'œil. Toute cette expérience m'a vraiment secoué. Je pense que je devrais commencer en disant que je suis généralement sceptique quand il s'agit d'histoires paranormales, bien que je sois ouvert d'esprit. Je n'avais jamais eu d'expérience que je qualifierais de paranormale jusqu'à celle-ci. J'ai cherché pendant des heures sur Google une histoire similaire racontée par quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas trouvé. Ce qui ressort vraiment pour moi, c'est qu'il y a une énergie ou un sentiment qui accompagne l'expérience et même en m'en souvenant, je ressens encore ce sentiment et j'ai la chair de poule. Ce n'est pas quelque chose que je vis habituellement. Et la plupart des gens qui me connaissent seraient probablement surpris que je sois effrayé par quoi que ce soit. Je suis un vétéran et depuis que j'ai quitté l'armée, j'ai passé des années à travailler dans des salles d'urgence, dans des services de sécurité spécialisés et dans d'autres emplois à forte adrénaline. Et je ne suis pas enclin à être effrayé. Il y a quelques mois, je conduisais avec ma femme sur une route rurale de l'Oregon, revenant d'une excursion à Crater Lake. Nous vivons sur la côte. Et l'autoroute que nous empruntions pour rentrer est très sinueuse. Il faisait noir comme de l'encre et il était probablement 23 heures. Nous roulions et je surveillais la route à une vitesse d'environ 70 km/h. Nous avons pris un virage, ce qui m'a amené à ralentir et au moment où nous l'avons contourné, ma femme a soudain dit « Regarde, il y a quelqu'un là ». Il m'a fallu une seconde, je ne sais pas pourquoi, pour relâcher l'accélérateur. Puis je la remarque. Accroupie sur le côté de cette autoroute à 2 voies, sur ma gauche, se trouve une personne portant ce qui ressemble à des sweats ou des vêtements amples, gris et un gilet réfléchissant. C'est une route très boisée, je commence à freiner et instantanément la silhouette se lève, nous fait face et commence à s'avancer directement vers la voiture. J'ai eu l'impression qu'il y avait de l'électricité dans l'air, car lorsqu'elle nous faisait face, sa tête était penchée sur le côté, comme si son cou était totalement mou et sa bouche était grande ouverte. Ses jambes ne semblaient pas fonctionner correctement non plus, car elle boitillait vers nous. C'est alors que j'ai ressenti ce sentiment primitif d'effroi, comme si mon subconscient savait que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas me concentrer pleinement sur elle, car la voiture roulait encore et je devais conduire. Et ma femme la regardait droit dans les yeux. Normalement, ma première pensée aurait été de freiner et de voir ce qui se passait, car une fois encore, nous sommes à des kilomètres et des kilomètres de la ville, et il y avait un sentiment d'effroi dans l'air, et le temps semblait presque ralentir. C'est à ce moment-là que j'ai entendu ma femme dire « Ne t'arrête pas, vas-y ». Instinctivement, j'ai accéléré. Alors que nous accélérions, cette dame trottinait droit sur nous. Il s'en est fallu de peu qu'elle nous percute le côté de notre voiture lorsque nous l'avons dépassée. Nous avons pris le virage suivant et j'ai regardé ma femme en me disant « Qu'est-ce que c'était que ça? Je devrais faire demi-tour. » Ma femme m'a regardé et m'a dit « Non, ne reviens pas en arrière. Je ne sais pas ce que c'était. » Je lui ai dit que je ne pouvais pas la regarder directement pendant longtemps, car j'étais concentré sur la route. Mais je lui ai décrit ce que j'avais vu, et elle m'a confirmé qu'elle avait vu la même chose. Elle m'a dit que lorsqu'elle s'est approchée de la voiture, elle nous regardait fixement, et ma femme l'a regardée dans les yeux, mais elle n'avait pas de pupille, et son expression est restée figée, bouche ouverte. Nous avons parcouru les articles de presse, et j'ai même contacté les autorités, qui nous ont informé que personne n'avait été porté disparu ou blessé à l'extérieur. Je ressens toujours cette étrange sensation de frisson intense à chaque fois que je pense à elle, tout comme ma femme. Tout ce que je sais, c'est que ce n'était pas normal. C'est une histoire que mon père m'a racontée à chaque fois que je le voyais, donc environ une fois par an.
J'adore les histoires bizarres, et celle-ci est de loin la meilleure que j'ai jamais entendue. Il est vraiment effrayé quand il la raconte. Il y a une vingtaine d'années, il roulait sur une route secondaire avec son meilleur ami quelque part dans le nord de l'Australie lorsqu'ils ont croisé une dame vêtue de vêtements à l'ancienne. C'est un gars gentil et il s'inquiétait de la présence d'une dame qui irait seule sur les routes secondaires, alors ils se sont arrêtés pour la prendre en stop. Supposant qu'elle était habillée pour un événement étrange, ils ne l'ont pas trop embêtée à propos de ses vêtements, mais ils ont remarqué qu'elle avait un parapluie blanc et ça semblait bizarre car il faisait nuit. Elle parlait très doucement et ne communiquait que très peu, voire pas du tout, sauf sur l'endroit où elle voulait se rendre. La zone où elle avait demandé à être emmenée était sur le chemin de chez papa, une très ancienne ferme d'élevage de bétail. Alors ils ont obéi et ont continué leur route. J'ai toujours pensé que l'histoire était une blague au début, parce que papa continue en disant qu'il l'avait oubliée et qu'il a conduit tout le chemin jusqu'à la maison. Mais ce n'était pas une blague. Alors qu'ils s'engageaient dans l'allée, ils se rendirent compte qu'ils avaient oublié de la déposer avant et se retournèrent pour s'excuser et proposer de revenir en voiture. Eh bien, elle n'était plus sur le siège arrière. Aucun des deux n'était ivre à ce moment-là. Ils étaient d'accord sur les détails. Ils ont essayé de rationaliser la situation dans leur tête et sont même allés à la ferme d'élevage pour voir si elle était rentrée saine et sauve. La ferme d'élevage était occupée par un père et ses 2 fils, et ils n'avaient jamais entendu parler de cette femme. Un soir, en rentrant du travail, je me suis arrêtée dans une pharmacie pour acheter quelque chose. Alors que je sortais du bâtiment, un type s'est approché de moi et m'a dit qu'il avait besoin qu'on le conduise quelque part. Normalement, je l'aurais repoussé, mais pour une raison ou une autre, je me sentais exceptionnellement généreux ce jour-là. Ce type avait l'air de ne pas avoir de chance, d'avoir des problèmes et d'avoir besoin d'un coup de main pour se remettre sur pied. Après tout, j'aimerais que quelqu'un fasse la même chose pour moi. De plus, le quartier dans lequel nous nous trouvions était considéré comme assez sûr. Je l'ai donc fait monter dans ma voiture. Premier signal d'alarme. Ce type n'arrête pas de parler. Il a un regard nerveux et anxieux. Il est clair qu'il a quelque chose à l'esprit. Moi-même, je ne suis pas un grand bavard, alors son débit de parole rapide est devenu flagrant lorsque la voiture a commencé à rouler. Deuxième signal d'alarme. Il fait beaucoup trop d'efforts pour gagner ma confiance. Il explique qu'il va à l'église tous les dimanches et tend une carte de l'église. Il exige que nous échangions nos numéros et me dit que je peux l'appeler le lendemain. Mais le dernier signal d'alarme est arrivé un peu plus tard. L'histoire de ce mec est qu'il a besoin qu'on le conduise à sa voiture, qui est tombée en panne dans la rue A. En conduisant, je me rends compte que c'est un peu bizarre. Pourquoi a-t-il besoin qu'on le conduise à une voiture en panne? Mais comme nous continuons à avancer, il me dit que sa voiture se trouve en fait dans la rue B, puis dans la rue C. À ce moment-là, mon cœur s'affaisse et je commence à paniquer. Je dois faire sortir ce type de ma voiture le plus vite possible. Mais où? Il est déjà assez tard, nous sommes entourés de quartiers sombres. Il pourrait avoir un couteau ou une arme sur lui. C'est alors que je me rends compte que ces indications me rapprochent de plus en plus d'une partie de la ville qui n'est pas très reluisante. Il sort son téléphone, marmonne quelque chose d'inaudible, puis il me dit très fort de façon exigeante. « Ok, on doit se garer derrière ce Walmart, c'est là que se trouve la voiture. » Je me suis dit, tu te fous de ma gueule? Sa voiture est passée de la rue A à la rue B, à la rue C et à l'arrière déserte d'un Walmart au milieu de la nuit. Mais heureusement, je saisis ma chance. Nous approchons de Walmart par le côté de sorte que les entrées de l'arrière et de l'avant sont très proches l'une de l'autre. Nous approchons de l'entrée arrière et il crie « Juste ici, mec !» Mais je m'avance un peu vers l'entrée principale. Je dois attendre quelques secondes que des voitures passent. Mon cœur bat la chamade et je m'attends à ce qu'ils sortent un couteau ou un pistolet. Les voitures passent et je m'approche de la devanture du Walmart, très éclairée et pleine de gens qui se promènent. Le type ouvre la porte et sort de la voiture sans un mot de plus. Je pense que j'ai essayé d'aider quelqu'un et j'ai failli me faire voler la voiture, ou pire. Ça s'est passé dans les années 90, bien avant cette récente vague de clowns. Je ne me souviens plus exactement de mon âge, mais je devais avoir entre 8 et 10 ans. Un ami et moi jouions dehors dans le groupe de quartier qui s'étendait autour de l'endroit où nous vivions.
Nous étions autorisés à jouer sur une zone assez vaste et ce jour-là, nous étions allés jusqu'aux limites de cette zone, qui était une route plus grande avec une piste cyclable menant à la ville près de l'endroit où nous vivions. La piste cyclable et la route n'étaient séparées que par une rangée de petits blocs de béton sur lesquels nous nous sommes mis debout. Car pour une raison quelconque, nous avions décidé de voir si des voitures s'arrêteraient, si nous tendions nos pouces comme si nous essayions de faire du stop. Bien sûr, personne ne s'est arrêté pour prendre deux petits garçons. Alors que nous faisions ça, un homme d'une vingtaine d'années marchait le long de la piste cyclable dans notre direction, ce qui n'a rien d'étrange, car il y a des arrêts de bus le long du chemin ou simplement des gens qui marchent vers la ville qui n'est qu'à environ 2 kilomètres. Quand il fut juste à côté de nous, il s'arrêta, rit, secoua la tête et dit « Ce n'est pas comme ça qu'on fait de l'autostop ». Et juste après, il posa le sac de sport qu'il portait et sortit un masque de clown effrayant et un grand couteau. Mon ami et moi n'avons pas vraiment eu le temps de réagir, car tout ça s'est passé en quelques secondes. Il a mis le masque et s'est précipité sur la route, alors qu'une voiture arrivait en direction de la ville. Il s'est arrêté sur le chemin de la voiture, de sorte que le conducteur a dû freiner brusquement et s'arrêter juste devant lui. La voiture avait 2 personnes à l'avant, donc la banquette arrière était vide. Dès que la voiture s'est arrêtée pour le clown, il a posé sa main sur le capot et a commencé à courir vers la porte arrière du côté passager tout en gardant sa main sur la voiture. Il a ouvert la porte du passager et a sauté dedans et avant qu'il ne ferme la porte, nous l'avons entendu crier « Conduisez !» ce que la voiture a fait avec son nouveau passager effrayant. Mon ami et moi sommes restés là, confus, sans vraiment comprendre ce qui venait de se passer. Je ne me souviens pas que le conducteur ait trop réagi. Ils ont juste regardé l'homme et semblaient figés. J'ai pensé qu'ils connaissaient peut-être les gens dans la voiture et qu'ils nous avaient juste fait une farce. Mais tout semblait impossible à planifier, car il s'est simplement dirigé vers nous, puis a couru dans la rue et a arrêté une voiture au hasard. Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé aux gens, mais j'espère qu'ils vont bien. Nous l'avons dit à mes parents, et ils ne nous ont pas cru. Je suis un passionné de randonnée et vivant dans l'outback australien, les sentiers ne manquent pas. Habituellement, j'y vais avec ma copine, mais elle travaillait ce jour-là. Et comme j'avais un jour de congé et que c'était une journée parfaite pour faire de la randonnée, j'ai décidé d'y aller. Il était déjà 15 heures quand je suis arrivé et le soleil commençait à se coucher, mais je pensais avoir suffisamment de temps pour faire toute la randonnée. Les choses ont commencé normalement, jusqu'à environ 16 heures, et quand le ciel a commencé à s'assombrir, je me suis assis sur un rocher pour boire un verre, et là j'ai senti quelque chose sur ma jambe. J'ai baissé les yeux, et autour de mon pied se trouvaient 3 grosses araignées chasseuses. Lorsque 2 d'entre elles ont mordu ma cheville, j'ai poussé un cri et je les ai secouées. Alors qu'elles s'enfuyaient, la douleur s'est installée. Étant originaire de cette région, je ne suis pas étranger à la vue des araignées chasseuses, et j'en sais un peu plus sur elles, mais je n'avais jamais été mordu auparavant, alors j'ai été surpris par la douleur. J'ai essayé de continuer à marcher, mais ma cheville commençait à gonfler beaucoup. Le soleil se couchait, alors j'ai sorti mon téléphone, et j'ai vu à quelle distance se trouvait ma voiture. Putain, me suis-je dit, en partie à cause de la douleur à ma cheville et de la distance qu'il me restait à parcourir. Mais près de l'endroit où j'étais, il y avait une route. Ce n'était qu'à environ 3 minutes à pied. Alors j'ai décidé de faire de l'autostop. Après quelques minutes de marche, j'ai atteint la route et c'était beaucoup plus calme que je l'avais pensé. Il n'y avait pas une voiture ni un bruit à voir ou à entendre. J'ai attendu pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Vers 17h30, le soleil était presque complètement couché lorsque j'ai entendu quelque chose, un moteur de voiture. J'étais si heureux lorsque les phares sont apparus et que j'ai levé mon pouce. Mais la voiture ne s'est pas arrêtée et m'a dépassé. J'étais agacé. Mais elle a ensuite freiné brusquement et s'est arrêtée juste en haut de la route. Elle a commencé à reculer vers moi. C'était une Toyota Land Cruiser blanche et le conducteur a baissé la vitre. « Tu as besoin de chauffeur ?»« Ouais, ce serait super, merci. » Je lui ai donné le nom du parking et nous sommes partis. Il a vu que j'allais mal et quand il m'a demandé ce qui n'allait pas et que je lui ai dit, il m'a offert une bouteille de Pepsi que j'ai prise. Je l'ai bu presque immédiatement. Au bout de 5 minutes environ, j'ai commencé à me sentir bizarre, comme si j'allais m'évanouir.
La dernière chose dont je me souviens, c'est que la voiture a fait un virage serré avant que je m'évanouisse. Puis je me suis réveillée dans un lit d'hôpital avec ma petite amie, mes parents, mon frère et un policier autour de moi. J'étais confus, mais le policier m'a expliqué ce qui s'était passé. Le type était un criminel recherché qui avait fait la même chose à de nombreuses autres personnes. Il les avait ramenés dans une ferme abandonnée où il les tuait, les découpait avant de les jeter dans la rivière voisine. La raison pour laquelle il a été mis en prison, c'est parce qu'un policier l'a vu rouler à toute vitesse et l'a arrêté. Dans la péninsule supérieure du Michigan, je livrais et installais des machines pour l'entreprise où je travaillais. Je conduisais un camion-caisse transportant 12 machines à l'arrière. La veille, j'avais rencontré des problèmes avec le camion, mais après vérification par l'agence de location, on m'avait assuré que tout allait bien. En retard à cause des soucis techniques et des installations, j'avais décidé de prendre la route tard pour rejoindre ma prochaine destination. Il était environ 23 heures et je roulais sur une route nationale traversant la péninsule supérieure. Il n'y avait ni éclairage public ni autre véhicule. Les phares de mon camion étaient la seule source de lumière. Déjà nerveux, je ressentais pleinement l'isolement de cet endroit, puis tous les voyants du tableau de bord se sont allumés et le camion a calé. Plongé dans l'obscurité totale, à l'arrêt, j'ai tenté de redémarrer le camion, mais sans succès. Plutôt que de vider la batterie, j'ai tout éteint et commencé à passer des appels. Assis dans la nuit noire, avec pour seule lumière les feux de détresse, j'ai levé les yeux et aperçu un mouvement devant le camion, juste hors de portée des gyrophares. Au début, j'ai pensé que mon imagination me jouait des tours. Finalement, j'ai réussi à joindre quelqu'un qui m'a informé qu'un mécanicien arriverait dans 2 à 3 heures. Le silence était pesant, rythmé uniquement par le cliquetis des feux de détresse. En scrutant l'obscurité à travers le pare-brise, j'ai de nouveau vu du mouvement. C'était le mécanicien qui voulait que je sorte pour ouvrir le capot et vérifier quelques détails, mais je refusais catégoriquement de quitter le camion. Après avoir aperçu une nouvelle fois du mouvement hors de portée des lumières, j'ai allumé les phares et les feux de route. J'ai alors vu 3 loups en train de dévorer ce qui semblait être un animal écrasé. En klaxonnant, ils m'ont regardé, visiblement agacé mais pas effrayé. Bien que conscient qu'ils ne me menaçaient pas directement, leur présence était terrifiante. J'éteignais les phares par intermittence pour vérifier leur position. Ils restaient là, imperturbables. Soudain, un cri strident semblable à celui d'une femme terrifiée a retenti derrière le camion. Peu après, quelque chose a violemment heurté le côté du véhicule, le faisant osciller. Bien que le camion soit lourd, l'impact était suffisamment fort pour secouer la cabine. J'ai allumé tous les phares et enclenché la marche arrière pour activer les feux de recul, tout en klaxonnant. En scrutant les rétroviseurs, je n'ai vu qu'une ombre étrange sur la route. Les loups, eux, avaient disparu. Dans la nature, les prédateurs abandonnent rarement leur proie, sauf en présence d'une menace plus grande. Cette pensée m'a glacé le sang. J'entendais des bruits dans les broussailles, des branches cassées, des craquements. Je restais vigilant, les mains crispées sur le volant, tous les phares allumés, surveillant les alentours. Finalement, j'ai aperçu des phares dans un rétroviseur. Le mécanicien arrivait enfin. À son approche, les bruits se sont tus. Alors qu'il descendait de son véhicule, un nouveau cri perçant a retenti, suivi d'un fracas dans les broussailles. Effrayé, il a immédiatement refermé sa portière et m'a appelé pour me demander ce que c'était. Lui non plus n'avait aucune idée. Le mécanicien a contacté la police, refusant d'intervenir tant que la zone ne serait pas sécurisée. 2 policiers sont arrivés et ont éclairé la zone comme en plein jour. Pendant que le mécanicien travaillait sur le camion, nous avons entendu le cri 3 fois de plus, et il semblait s'éloigner. Les policiers, bien que troublés, n'ont pas pu identifier l'origine de ces bruits. Le camion a finalement redémarré et je suis retourné à mon hôtel. Le lendemain, en inspectant le véhicule, j'ai découvert une empreinte de la taille d'un ballon de basket sur le côté touché, à environ 2,10 mètres du sol. L'impact avait écrasé la fibre de verre sans la perforer. Je n'ai aucune idée de ce que c'était. Une chose est sûre, je ne traverserai plus jamais la péninsule supérieure du Michigan la nuit.
Au fil des années, j'ai eu de nombreuses expériences paranormales. Cependant, cette expérience-là a été un pur moment de terreur pour moi. Pour vous donner un contexte, je dois expliquer la légende locale. Je viens d'une toute petite ville, et à la périphérie de cette petite ville se trouve mon domicile. C'est également là qu'est située une route secondaire appelée The Bank. Cette route est extrêmement sinueuse et étroite, du genre où vous devez vous écarter autant que possible lorsque rarement un autre véhicule arrive en sens inverse. Elle est bordée d'une épaisse forêt d'un côté et d'un talus raide qui mène au ruisseau de l'autre côté. Selon la légende locale, il y a environ 60 ans, une femme voyageait seule sur cette route tard dans la nuit. On croit qu'elle s'est endormie au volant et qu'elle a fini par sortir de la route, passant par-dessus le talus. Sa voiture a été retrouvée près du ruisseau, complètement écrasée. Malheureusement, elle ou son corps n'a jamais été retrouvé. Certains disent qu'elle a été projetée à travers le pare-brise dans l'eau, d'autres disent qu'elle a été éjectée de la voiture pour tomber dans le ruisseau. Quoi qu'il en soit, on pense qu'elle a trouvé la mort dans l'eau. Depuis cet incident, de nombreux rapports ont fait état d'une femme vue par des automobilistes après la tombée de la nuit. Elle serait debout sur le bord de la route avant de disparaître. D'autres jurent qu'une femme est apparue dans leur voiture alors qu'ils conduisaient seuls sur cette route sombre. Il y avait tant d'histoires concernant cette femme fantomatique qu'elle est devenue connue sous le nom de la Dame de Bank. Il y a quelques mois, je me suis rendu à un événement dans un bâtiment situé près de cette zone. On m'a informé qu'un accident avait eu lieu sur la route principale et que celle-ci était temporairement bloquée. J'étais fatigué et je voulais simplement rentrer chez moi, bien que je me sentais mal pour les personnes impliquées dans l'accident. J'ai donc décidé de prendre cette fameuse route, car ça me permettait de contourner l'accident et de sortir à seulement quelques kilomètres de ma maison. Je précise que je l'avais déjà emprunté plusieurs fois auparavant, principalement en plein jour, aussi quelques fois après la tombée de la nuit, mais jamais seul. Bien sûr, on m'avait souvent raconté les histoires concernant cette dame en grandissant, mais honnêtement, elle n'était pas dans mon esprit cette nuit-là. J'avais d'autres préoccupations stressantes en tête alors que je conduisais. J'avais ma musique à faible volume pendant que je manœuvrais soigneusement dans les virages. La seule inquiétude liée à la route que j'avais était de heurter un cerf. Puis mes pensées ont été brutalement interrompues par une forte alarme. Mon cœur a bondi dans ma gorge et mes yeux ont scruté l'intérieur de ma voiture. En remarquant l'icône ceinture de sécurité allumée, j'ai enfin compris que c'était l'alarme signalant que quelqu'un dans la voiture ne portait pas sa ceinture de sécurité. J'étais perplexe en vérifiant que ma ceinture était bien enroulée autour de moi et fixée correctement. Alors que le bruit fort recommençait, j'ai à nouveau jeté un coup d'œil vers le siège passager et j'ai failli m'évanouir. Il y avait une silhouette sur le siège passager. Tout ce que j'ai pu discerner en une fraction de seconde, c'était la silhouette d'une femme avec des cheveux longs, alors qu'elle semblait regarder droit devant à travers le pare-brise. Je me souviens d'un cri quittant ma gorge tandis que je freinais brusquement. La voiture a dérapé avant de s'arrêter net, me projetant vers l'avant avant que la ceinture de sécurité ne me repousse en arrière. Je me souviens avoir entendu les battements de mon cœur tandis que je levais les yeux et regardais lentement vers le siège passager désormais vide à nouveau. Le signal sonore agaçant s'était arrêté et l'icône de ceinture de sécurité ne brillait plus sur le tableau de bord. À ce moment-là, j'ai appuyé sur l'accélérateur, les cerfs n'étant plus ma principale préoccupation. Je suis rentré chez moi sans autre incident, mis à part la crise d'angoisse qui persistait encore. Depuis, j'ai raconté cette histoire à quelques membres de ma famille, amis, etc. Tous croient que la Dame de Bank a essayé de faire du stop avec moi cette nuit-là. En tout cas, une chose est sûre, je ne prendrai plus cette route après la tombée de la nuit. À la fin des années 1930, mon père et son frère ont construit une petite maison de vacances pour leur mère, ma grand-mère, sur un terrain qu'ils possédaient à Beverly Shores, dans l'Indiana. Pour une raison quelconque, cette région était à l'époque très prisée par les Américains d'origine polonaise. Pour ma grand-mère et les autres de sa génération, ces maisons semblaient être leur équivalent américain d'une dacha, sorte de résidence secondaire à la campagne. Ni ma grand-mère, ni sa meilleure amie, qui séjournait souvent avec elle, ne conduisaient. Ainsi, lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé et que les hommes de la famille sont partis au front, ma tante Marie était responsable de les amener avec leurs bagages et le chien de compagnie de ma grand-mère à la maison de vacances, puis de venir les chercher une fois les vacances terminées.
À l'époque, les routes n'étaient certainement pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles étaient mal balisées, à peine éclairées et parfois même pas correctement pavées. Certaines ressemblaient davantage à des sentiers de terre qui se creusaient lorsqu'ils étaient secs et se transformaient en boue lorsqu'ils étaient mouillés. Et ce soir-là, elles se transformaient rapidement en boue à cause d'une pluie torrentielle qui avait commencé alors que ma tante entrait dans l'Indiana pour aller chercher sa mère et son amie à Beverly Shores. Sur l'un des tronçons les plus sombres de la route, un pneu de la voiture de ma tante a éclaté. Bien qu'elle ait réussi à se garer sur le bas-côté, il semblait inévitable qu'elle passe le reste de la nuit là-bas, sauf si par miracle, elle parvenait à mettre la roue de secours. À l'époque, ma tante Marie, âgée d'environ 30 ans, était une femme combative, indépendante et quelque peu atypique, assez à l'aise avec les voitures grâce à ses frères qui lui avaient appris à faire de petits entretiens sur celle-ci. Dans des conditions sèches, elle aurait pu changer ce pneu rapidement et reprendre la route. Mais ce soir-là, non seulement la pluie était aveuglante, mais sa berline commençait également à s'enfoncer dans la boue. Malgré tout, elle s'est emmitouflée, a mis son bonnet de pluie et est allée chercher la roue de secours et le cric dans le coffre, prête à s'y atteler. Elle a réussi à retirer le pneu crevé, mais avait du mal à trouver une surface solide pour stabiliser le cric et devenait assez irritée lorsqu'une voiture s'est arrêtée derrière elle, ses grands phares éclairant la pluie battante. Aujourd'hui, beaucoup de gens seraient naturellement méfiants, se demandant si la personne qui s'arrête pour être un tueur en série tombait fortuitement sur sa prochaine victime. Mais à cette époque, les gens ne semblaient pas penser de cette façon. Ma tante était simplement heureuse d'avoir de l'aide. Le visage de l'homme qui est sorti de la voiture était en grande partie caché par un fedora abaissé et un col relevé, si bien que ma tante n'a jamais vraiment pu le voir clairement, mais elle se souvient de sa voix comme étant basse et agréable. Après avoir évalué la situation, il s'est immédiatement mis au travail pour aider, malgré le fait que son trench coat coûteux et ses gants ont été sérieusement salis dans le processus. Lorsqu'il finit, ma tante le remercia chaleureusement et proposa de lui donner de l'argent, ce qu'il refusa. Mais en retournant dans sa voiture, elle attrapa son sac à main, sortit un billet de 5 $ et ressortit, déterminée à lui donner l'argent et à refuser de prendre un non comme réponse. Sauf qu'il n'y avait ni homme ni voiture sur cette route isolée. En moins d'1 minute, ils avaient tous deux disparu. Puisqu'il n'aurait pas pu passer devant elle sans qu'elle l'entende, ma tante se demanda s'il avait reculé sur la route. Mais pourquoi aurait-il fait ça alors qu'il semblait également se diriger vers Beverly Shores? Malgré l'heure tardive et la pluie, ma tante voulait résoudre le mystère de l'endroit où son bon samaritain était allé. Alors elle fit demi-tour et prit la direction opposée, certaine de le retrouver rapidement. Et malgré près d'1 kilomètre parcouru, elle ne le trouva pas. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle commença à ressentir ce qu'elle appelait un frisson, une suspicion croissante que l'homme qui l'avait si gentiment aidée n'était pas de ce monde. Bien que certains qui entendirent finalement l'histoire suggérèrent qu'il pouvait être un ange gardien, ma tante avait tendance à penser qu'il s'agissait de quelqu'un qui était décédé sur ce tronçon de route lors d'une nuit pluvieuse et qui tendait la main pour aider une inconnue en détresse. Même devenue une dame âgée, puisqu'elle a vécu jusqu'à 94 ans, elle frissonnait encore un peu en pensant à cette histoire. J'aimerais simplement partager une rencontre qui s'est produite il y a environ 18 mois. Je vais commencer par vous donner quelques détails. J'habite au Royaume-Uni et j'ai de la famille dans une petite ville située à environ 20 minutes en voiture de chez moi. Cette famille qui vit dans cette ville inclut la première femme de mon père ainsi que mon demi-frère et leur famille. Nous nous entendons tous très bien et leur rendons visite assez souvent. Un soir, alors que je roulais sous un brouillard assez dense, je me trouvais sur la route principale reliant les deux villes. C'est une route que je connais assez bien. Je pouvais voir l'arrière d'une grande camionnette foncée bleue ou noire, environ 30 à 60 mètres devant moi, avec ses feux anti-brouillard allumés. Tout semblait normal. Il n'y avait rien derrière moi, ni devant la camionnette. Je suivais ce véhicule depuis environ 3 ou 4 kilomètres lorsque nous sommes arrivés dans une section très boisée, avec des virages assez serrés. Tout à coup, le brouillard est devenu encore plus épais, ce qui n'est pas inhabituel sur cette portion de route. Cependant, j'ai remarqué que la camionnette ralentissait, alors j'ai ajusté ma vitesse pour suivre. J'ai continué à la suivre au prochain virage. À ce moment-là,
La camionnette est soudainement montée sur le trottoir à l'extérieur du virage et s'est dirigée vers plusieurs arbres. Juste avant de heurter les arbres, celle-ci a disparu dans le brouillard et s'est évaporée. C'est là que ça m'a frappé rapidement alors que je continue à conduire. J'ai 2 demi-frères, l'un est encore en vie, l'autre est décédé dans un accident de la route entre ma ville natale et la ville où ma famille vit. Cet accident impliquait une camionnette et s'est produit il y a environ 12 ans. J'ai ensuite découvert que l'endroit où j'avais vu la camionnette quitter la route correspondait exactement à l'endroit où mon demi-frère a quitté la route et est décédé sur le coup lorsqu'il a percuté un arbre. Il ne portait pas sa ceinture de sécurité, ce qui était très inhabituel pour lui. La couleur de la camionnette qu'il conduisait était d'un bleu très foncé. Je crois que j'ai assisté à une reconstitution de ces derniers instants en rentrant du travail ce soir-là. Il y a encore un détail troublant. Quelques virages plus loin, alors que j'arrivais au sommet d'une colline, un cerf assez grand se tenait au milieu de la route. Peut-être que mon demi-frère, en ralentissant, me préparait à rencontrer ce cerf. J'ai depuis parcouru cette route à plusieurs reprises et n'ai rien vu d'inhabituel, même sous des conditions de brouillard épais. Avant que mes meilleurs amis et moi ne soyons séparés, l'un décédé, l'autre a déménagé, nous avions l'habitude de nous rendre dans tous les lieux supposés hantés accessibles en voiture. Parfois nous faisions plusieurs heures de route, mais la plupart de ces endroits n'étaient pas vraiment effrayants, hormis les moments d'adrénaline et d'excitation où l'on se disait « Tu as entendu ou vu ça ?» ce qui nous faisait sursauter. Celui-là était différent, très différent. Nous venions de terminer le lycée, nous avions probablement tout juste 20 ans et nous cherchions un endroit réellement terrifiant à visiter. Beaucoup de gens que nous connaissions savaient que nous aimions ce genre de choses, alors ils nous donnaient souvent des conseils sur les endroits où aller. Ce jour-là, nous étions les 3 habituels, accompagnés d'un autre ami qui voulait se joindre à nous. Après une petite route vers notre destination environ 45 minutes, nous nous sommes arrêtés à une station pour faire le plein et acheter quelques snacks. Comme je l'ai déjà mentionné, nous avions tous autour de 20 ans et nous étions tous excités par le moment effrayant qui approchait. Nous taquinions toujours un peu cet ami qui s'était joint à nous. Rien de méchant, juste des « Ah, tu as peur ?» Je crois que c'est moi qui ai dit quelque chose dans ce genre, ce qui a été entendu par quelques personnes présentes. Ça a attiré l'attention de 2 hommes plus âgés, plutôt inquiétants. Leurs vêtements étaient abîmés et sales et leur apparence était étrange. « De quoi a-t-il peur ?» demanda l'un des hommes. Nous leur avons expliqué qu'on nous avait conseillé de visiter une route hantée. Ils nous ont répondu que ce n'était pas si effrayant et que si nous voulions vraiment avoir peur, nous devrions aller sur une autre route. Je ne me souviens plus du nom exact, mais là-bas, il y a une statue commémorative dans les bois où des choses étranges sont censées se produire. Nous avons pris nos affaires et n'y avons pas vraiment pensé. En partant, le groupe a décidé de suivre leurs conseils et de visiter cette autre route. Nous sommes arrivés à l'entrée de la route et c'était déjà une ambiance qui ne décevait pas. Des bois des 2 côtés, pas un seul lampadaire en vue. Nous avons roulé à la recherche de la statue. Nous avons remarqué que des arbres étaient abattus sur le bas-côté, alignés parallèlement à la route. Nous avons finalement trouvé la statue. Après environ 5 minutes de silence, nous avons décidé d'amplifier la sensation de peur en éteignant les phares. 1 minute s'est écoulée et là, nous avons vu une ombre émerger de la statue. Nous avons tous paniqué alors qu'elle commençait à marcher vers nous et ses mouvements étaient loin d'être humains. Il faisait nuit noire, mais cette chose était vraiment noire. Nous pouvions en distinguer les contours. Elle était énorme. Comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes tous très grands par rapport à la moyenne, mais cette chose nous dépassait largement. Effrayés, nous avons décidé de partir en trombe pour continuer sur la route, pensant qu'elle nous mènerait hors de là. Après environ 3 minutes, nous avons atteint une impasse qui était en fait une clairière dans les bois. L'espace était immense, entouré de forêts. Il y avait des sentiers différents à partir de là, et je pense que la route continuait après cette clairière, mais nous étions très loin dans les bois à ce stade. Nous avons décidé de faire demi-tour et de quitter les lieux. En nous arrêtant pour ressentir l'atmosphère étrange, les 3 autres discutaient de l'ombre vue plus tôt, tandis que j'ai remarqué quelque chose du coin de l'œil. À environ 12 mètres de moi, j'ai aperçu ce qui semblait être un visage blanc, puis un autre. Les autres ne les avaient pas vus, et bien que rarement effrayés, mon visage terrifiait les amis en alerte. Ça a créé une panique collective.
Complètement terrorisés, nous avons accéléré pour fuir la clairière. À environ 1 kilomètre de là, près de la statue, nous nous sommes arrêtés pour reprendre notre souffle et réfléchir à comment sortir. Nous étions très effrayés. En retrouvant le chemin d'où nous venions, nous avons commencé à repartir. Nous sommes tous rentrés sains et saufs ce soir-là. Après des recherches, nous avons découvert que cet endroit était réputé dans la région pour des événements étranges. Rien que d'écrire ça me donne encore des frissons.